Le dispositif des Villepairs, en fait, il a deux origines. La première, c'est la dynamique de Loos-Anguel et la réflexion de Loos-Anguel sur son code source. Quels sont les ingrédients, les invariants de sa démarche. Et puis la deuxième origine, c'est le référentiel de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération et la façon dont ce référentiel peut faire ressource pour accompagner des territoires dans une démarche de transition. Je suis directeur de cabinet au sein de la ville de Loos-Anguel. C'est une ville qui a 30 ans de retour d'expérience sur le développement durable appliqué, sur la transition. C'est une ville qui, du coup, reçoit beaucoup de visites, beaucoup d'échanges, et qu'on sollicite souvent pour comprendre comment on met en place une transition réussie. Donc à force d'être sollicité, à force de travailler avec des chercheurs, des entrepreneurs, différentes personnes, dont les collègues d'Atemis, de l'Institut européen de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, sur ces questions de par quoi ça passe, c'est quoi le travail de conduire la transition, on s'est mis dans une posture de vérifier quels étaient les invariants d'une méthode démocratique et efficace de conduite de la transition. Mais pas seulement à partir du cas de Loos-Anguel, à partir du cas de 4 territoires qui se sont engagés depuis de nombreuses années dans cette transition écologique, économique et sociale. Et ce qu'on a voulu vérifier, c'est est-ce qu'il y a des invariants, des éléments par lesquels on passe systématiquement pour conduire la transition, mais dans une optique de transférer afin d'accélérer la transition dans d'autres territoires qui ont envie, eux aussi, de s'y mettre, ou qui y sont déjà, mais qui ont envie d'accélérer. Cet atelier Villepairs et territoire pilote de la transition, pour moi, il est fondateur. Alors, il est fondateur de quoi? Il est fondateur, de mon point de vue, d'un nouvel élan sur les questions que pose la transition écologique, sociétale, mais aussi économique. De ce point de vue, cet atelier constitue la première étape de la mise au point d'un nouveau mode de développement d'ordre économique des territoires. Comment on a travaillé? D'abord, on a croisé ce qu'on appelle la méthode loossoise de conduite du changement, c'est-à-dire qu'on a modélisé cette façon de conduire la transition à Loos-Anguel, dans le cadre d'une évaluation, d'un travail narratif assez poussé. Et on l'a croisé au référentiel de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui nous invite à penser la forme des nouveaux modèles économiques. On a croisé ces deux approches et on en a sorti 4 hypothèses stratégiques. 4 hypothèses qui ont constitué 4 ateliers de travail. La première, ça passe par des formes d'engagement dans le territoire, dans un certain rapport au territoire qui nourrissent cet engagement. Comment on nourrit un engagement et comment on le soutient? On voit bien qu'il y a des formes d'engagement qui sont différentes du militantisme qu'on fait au détriment de sa personne. Nous, l'engagement qu'on propose, c'est un engagement qui puisse s'installer sur la durée, être transmis et du coup pouvoir pérenniser l'action. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de développement durable sans une approche des besoins. C'est-à-dire que si on ne part pas du besoin de l'habitant, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, ça ne touche pas l'habitant. Et donc on part de ses besoins, ça permet d'avoir du coup une qualification de ses envies, du coup de le faire cheminer, de lui permettre aussi de mieux prendre en compte les contraintes d'une administration, les contraintes du territoire. Du coup il y a une professionnalisation du citoyen et donc une meilleure capacité pour le citoyen à comprendre ce qui se passe dans son territoire et donc du coup en fonction de ses aspirations de pouvoir renforcer sa capacité à agir sur son territoire. Qu'est-ce que ça veut dire l'engagement? Faire coïncider des convictions, des valeurs, des principes, des ambitions. D'abord les ambitions politiques au sens noble du terme d'engagement dans la cité, avec l'exercice d'une profession, avec une mission qui m'a été confiée puisque je suis fonctionnaire. C'est ça l'engagement, c'est de faire réussir cette convergence entre un engagement personnel et un engagement professionnel. Et le dépassement de cet engagement, ou du moins aller plus loin dans cet engagement, ou aller plus loin encore, c'est de faire en sorte que
ce parcours-là, cette trajectoire, cette expérience puisse bénéficier à d'autres pairs, à d'autres fonctionnaires, pour qu'ils puissent là aussi pleinement se réaliser, parce que pour ce qui me concerne, je ne sais pas si la transition à Malonnet est une réussite, mais ma transition à moi et la réussite de cette réalisation, elle est pleine. J'ai trouvé ma voie, ma place, à la fois professionnellement et puis en tant que citoyen et en tant qu'être humain dans cette communauté. Le deuxième invariant, c'est la question de la systémique. Comment on arrive à attraper l'ensemble, la complexité des choses? Ça ne se fait pas spontanément, ça se fait de manière progressive, presque opportuniste, par petits sauts systémiques. Mais ces petits sauts permettent d'embrasser beaucoup plus de choses, de les articuler entre elles, et on voit bien qu'on progresse comme ça. Nous, on part aussi d'une question au départ de la pauvreté, quoi, finalement. Donc, comment répondre à un besoin de se nourrir, se loger, se déplacer. Et donc, en partant de la question de l'alimentation, finalement, on tire un fil, et c'est toute une pelote qui arrive. Sur l'alimentation, c'est typiquement, à un moment donné, le 100% bio dans les cantines. Et le bio, en même temps, on en profite pour faire aussi de l'éducation à l'alimentation. De l'éducation sur les questions de gaspillage alimentaire. Ces questions-là, en fait, on s'interroge, mais en pied d'immeuble, comment se réapproprier ces espaces, en faire des espaces justement de jardinage écologique, des espaces nourriciers. De la question de comment ça pousse, comment je peux avoir aussi un appui pour produire sans pesticides, faire du jardinage écologique, là, ça vient pas, c'est pas inné, quoi. De cette question-là, on aborde après les questions de santé. Donc voilà, en fait, en partant d'un petit projet, quoi, finalement, d'une petite action, on essaie de balayer l'ensemble des facettes, finalement, du projet. Troisième invariant, la coopération. La coopération comme une ressource dans le travail, pour traiter des conflits, pour articuler les différents points de vue, pour arriver à travailler ensemble, non pas sous une forme d'injonction, mais sous une forme qui nous fait du bien, qui nous permet d'avancer correctement et de traiter des enjeux différents les uns des autres, de les traiter ensemble. Cette dynamique, en fait, elle va renaître à la fin des années 90, avec des agriculteurs qui se disent « mais ça n'a pas de sens ce qu'on nous demande de faire ». C'est-à-dire que produire du cochon à pas cher, ne pas s'occuper des problèmes environnementaux, et en fait être complètement désapproprié de la chaîne de décision, c'est-à-dire que c'est le client qui nous dit « moi je veux des cochons qui aient cette forme-là et je leur donne ça à manger, etc. » Ça ne va pas nous mener loin. Et en fait c'est les agriculteurs qui vont se réapproprier ça collectivement. Ils vont se dire « on a un problème environnemental », c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'agriculture qu'on fait en Bretagne, on produit de l'alimentation, mais en fait ce modèle-là il est complètement déconnecté du sol, c'est-à-dire que les déchets qu'on produit, ils sont en aucune liaison avec ce que notre sol est capable d'intégrer. Ils vont se dire mais il faut qu'on trouve une autre solution où on peut à la fois avoir un modèle agricole qui soit supportable, durable. Ils sont allés voir ce qui se passait au Danemark, ce qui se passait en Suède, ce qui se passait en Allemagne, et ils ont trouvé une solution collective qui était celle de la méthanisation. Et ça les a conduits un petit peu par hasard à une problématique énergétique. Quand on méthanise, on produit de l'énergie. On pense souvent que c'est la collectivité qui permet à des acteurs de se mettre en mouvement. Et en fait, là, c'est des acteurs qui étaient en mouvement et qui ont mis la collectivité. Il y a eu une coïncidence où, à un moment, fin des années 90, il y a des acteurs qui se mettent en mouvement, qui ne sont pas sur un périmètre communal, mais sur un périmètre un petit peu plus grand. Et puis, quelques années plus tard, le préfet décide de créer une collectivité sur ce périmètre-là. Donc en fait, forcément, ça se réunit. C'est que les commissions des conseillers municipaux, elles travaillent en étant au courant de ce qui se passe dans les autres commissions. C'est que les chargés de mission de la ville, la personne qui est à l'aménagement, elle parle à la personne qui est au service technique, qui elle-même parle au service culturel. Et là, on se heurte à ce que les institutions mettent en place, je dirais presque naturellement, c'est-à-dire des logiques compartimentées. Chacun, il a son chef, il a son budget. Donc c'est un gros travail de coopération et c'est un gros travail d'écoute de ce qui, dans un autre domaine, peut être attendu. Plus que jamais, nous avons à faire le pari en permanence et en toute situation de la coopération. C'est le maître mot. La coopération, coopérer. Ça veut dire qu'on ne doit jamais hésiter à aller vers l'autre, jamais hésiter à lui demander ce qu'on peut faire pour lui, à lui proposer de faire quelque chose pour nous. Enfin,
c'est vraiment le maître mot. Il faut qu'on aborde cette période qui vient avec cette nécessité-là, la coopération. Quatrième invariant, c'est la question de la valeur créée. En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont créées dans ces territoires, certaines qu'on sait monétariser, d'autres qu'on ne sait pas monétariser, auxquelles on ne peut pas donner de prix. Et ces valeurs qui n'ont pas de prix ne méritent-elles pas quand même de trouver des formes de reconnaissance? Et donc, on voit bien que sur cette question, il y a tout un champ là autour de l'évaluation de la valeur créée, de la reconnaissance des valeurs, des formes de partage de ces valeurs qui sont à construire et que les villes-pairs ont commencé à mettre en œuvre. On ne s'engage pas sur une démarche de transition sans s'interroger sur la valeur que l'on crée, les différentes dimensions de valeur qu'on cherche à créer. Et quand on s'interroge sur les différentes dimensions de valeur qu'on cherche à créer, quand on cherche à mettre en avant de la valeur d'implication, de la valeur sociale, de la valeur environnementale, un ensemble de valeurs à l'échelle du territoire, on se rend compte que ça déplace la question du rapport aux moyens, au budget de la collectivité par exemple, à la façon dont on mobilise des moyens, à la façon dont on trouve des moyens complémentaires au regard des valeurs que l'on cherche à créer. On a mis des fruitiers dans la ville en accès libre sur notre trame verte. Et ces fruitiers, ils produisent des fruits. Et chose qu'on n'avait pas trop anticipée, mais on y pensait un peu, c'est que quand il commence à y avoir 50 kg de fruits qui tombent par terre, il y a des gens qui viennent ramasser ou qui viennent chercher sur l'arbre, donc ça fait de la confiture. Mais comme quand on fait de la confiture avec 50 kg récupérés, on fait un peu plus qu'un pot, ça a généré un trafic, au sens, ça c'est pour rire quoi, mais ça a généré un échange de confiture entre les gens. Et ma formule c'est de dire le jour où vous avez échangé un pot de confiture avec votre voisin, en gros, vous ne lui ferez plus jamais la gueule. Ces questions qui vont nous habiter et pour lesquelles il va falloir qu'on construise chacun son propre chemin. Mais en ayant en tête des dimensions pour lesquelles il va falloir qu'on trouve des réponses chacun spécifiques à l'échelle de nos territoires. L'idée de la bonne pratique, c'est l'idée qu'il y aurait un résultat qui pourrait être transposable d'un contexte à un autre, d'un territoire à un autre et qu'on peut s'appuyer dessus. Or, ce qui se révèle, c'est que les résultats ne sont pas transposables. Il faut que chacun refasse son cheminement. On a expérimenté des choses, on s'est loupé sur certaines expériences, on en a réussi plein, et que l'on puisse transmettre à d'autres ce que l'on a pu porter et vivre, je trouve ça super intéressant. Et aussi, c'est bien d'avoir le regard des autres sur notre histoire, en fait, parce que nous, on est le nez dans le guidon, on fait les choses comme ça, quoi, c'est presque naturel. On ne se rend peut-être pas forcément compte, en fait, que c'est une vraie richesse, tout ça. Les points communs de ces villes, c'est souvent d'avoir un passé douloureux, une résilience, une crise industrielle, la mort soudaine d'un personnage central pour la commune. Pour Loos, c'était les mines, pour Malonès, c'est les teintureries. C'est des villes qui ont souvent en commun d'être obligées d'aller chercher des solutions à partir du moment où elles perdent un petit peu leurs ressources. Et les entrées sont différentes. Il peut y avoir une entrée culturelle, il peut y avoir une entrée sociale, il peut y avoir une entrée énergétique, il peut y avoir une entrée citoyenne. Mais une fois qu'on met les mains ou les pieds dans la transition, on ne peut plus rien voir autrement. Aller faire des voyages pour regarder ce que d'autres territoires ont été capables de faire, s'en inspirer, bien sûr. Qu'il faut qu'on soit attentif à aller regarder chez l'autre des sources d'inspiration, à profiter de son expérience sans considérer qu'il va nous donner la réponse. Peut-être il va nous faire cheminer grâce aux questions qu'il va nous poser, peut-être qu'il va nous faire cheminer grâce à la confiance qu'il va nous accorder dans le fait qu'on est des interlocuteurs intéressant à ses yeux et donc finalement on est digne de sa confiance pour qu'il prenne du temps. Et ça va avoir un effet sur nous, ça va nous donner envie ou ça va créer des capacités d'engagement chez nous. Donc en fait il se passe dans les échanges d'expériences des choses qui vont bien au-delà simplement du résultat d'une expérience qu'on pourrait partager vers une autre. Ce sont ces éléments qu'il va falloir qu'on arrive à transférer avec les premiers territoires. Le référentiel, ce n'est pas un référentiel de bonne pratique, c'est un référentiel autour d'un certain nombre de questions, d'enjeux auxquels on est confronté et de modalités de réponse qu'ont construit les premiers territoires, qui sont autant de points d'appui qu'ils ont pu trouver et de points d'appui qui semblent assez fréquemment mobilisés, assez récurrents, de dispositifs
qui font ressources sur les territoires. On a lancé une opération donc, de thermographie aérienne l'année dernière, ce qui a permis donc, avec un avion de survoler le territoire et de prendre en photo en fait, les toitures de toutes les maisons. Et on avait donc ensuite les résultats, donc des taches bleues, des taches rouges, selon si les maisons étaient bien isolées ou pas. Et on a organisé un grand salon de restitution justement de ces résultats-là. On l'a appelé « Ma maison est-elle dans le rouge ?» Et les gens étaient donc invités à venir voir l'état thermique de leur toiture. Donc nous sommes 6500 habitants, il y a 600 personnes qui ont bénéficié de cette restitution. On était vraiment contents, enfin, ça a eu un effet qu'on n'imaginait même pas. Donc grande joie des agents et grande joie des élus. Et à partir de là, on incitait les gens à aller se renseigner auprès de la plateforme Habitat sur comment rénover son logement, quelles étaient les aides possibles, au niveau technique et financier justement. Jusqu'à maintenant, il y a eu toute une série de réflexions impulsées par les collectivités territoriales, mais qui étaient centrées sur les enjeux de transition écologique et de transition sociétale ou transition sociale. Les questions économiques n'étaient pas véritablement abordées, elles étaient résiduelles. Cette fois, il y a une véritable articulation de ces trois domaines de questions, et de mon point de vue, cela va rester comme un référentiel qui, bien entendu, va s'enrichir avec des nouvelles avancées, mais comme les bases d'un nouveau référentiel associé au développement territorial, notamment dans l'idée d'une transition écologique, sociétale et économique. Moi, je voudrais déjà, Julien, émettre un regret. Le regret de ne pas avoir eu ces rencontres beaucoup plus tôt. Sans doute parce que nous aurions fait des choses au Menez différemment de ce que nous avons fait. Sur le territoire du Menez, nous n'avions pas du tout imaginé cette transversalité des actions. C'était plutôt des actions spécifiques, produire de l'énergie, autonomie énergétique. C'était une approche vraiment en silo de cette transition énergétique. Oui, je suis au regret de ne pas avoir connu cet atelier beaucoup plus tôt, parce que je pense que la démarche du Menez que nous sommes en train d'entreprendre aujourd'hui et Laurent l'a dit tout à l'heure, pour les TEPOS 2020, va totalement comprendre aussi un petit peu toutes les thématiques que nous venons de développer ici dans ce référentiel. On sent bien le gros enjeu de vulgarisation qui est le nôtre maintenant, pour que ça puisse être davantage et facilement appréhendé par d'autres territoires, parce que c'est un peu la visée qu'on essaie de porter collectivement. C'est avant tout une démarche qui est très dynamisante, et je pense qu'il faudrait aussi mettre davantage en avant cette question du rapport au temps. On a vu tout à l'heure déjà plusieurs remarques sur le fait que c'était un peu chronophage, etc. Je pense que c'est aussi un point sans doute les élus ne prennent pas suffisamment, parce que le temps devient un luxe, de prendre ce temps du recul, de se poser la question, de regarder un peu dans le rétroviseur le chemin parcouru, parce que nous à Malonnet on est parti d'un tout petit sujet et on a tiré la ficelle petit à petit. C'est vraiment je vais faire le Normand de service, des touches impressionnistes qui font ce que la ville est aujourd'hui, sachant que, un peu à l'image de l'OS, nous ça fait à peine plus de 10 ans, mais on n'est qu'au début quasiment. Bâtir des coopérations qui tiennent dans la durée. Travailler des projets un peu complexes, parce que du coup on convoque des tas d'enjeux, donc tout ça, ça complexifie quand même les projets. Ça nécessite du temps, et finalement en parallèle, on a un temps qui se réduit, parce que ce que je disais tout à l'heure, on a des indicateurs climat, des indicateurs biodiversité, et tout ça est en train de s'affoler quand même. Et donc en réalité, on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Et on est passé de la notion d'agenda 21, ce qu'il faut faire pour le 21e siècle, à maintenant à cette notion d'agenda 2030. Et donc l'agenda 2030 de l'ONU, ça nous dit 2030. Donc là, aujourd'hui, c'est 10 ans devant nous en fait. Je suis très rassuré. Je ne suis pas naïf, donc je sais qu'il faut du temps. Mais je trouve ici un panel d'élus
un panel administratif et des directeurs qui sont prêts à emboîter le pas. Il faut qu'on trouve un consensus ensemble pour dire, voilà, ça vaut le coup de s'engager. Et je suis complètement positive là-dessus. Je suis sûr, parce que j'ai la preuve sur nos territoires, qu'il y a des gens qui ont envie, des jeunes qui ont envie, mais de manière différente que ce qu'on leur propose aujourd'hui. Donc, regardons un peu qu'est-ce qu'ils ont, comment ils veulent le faire, et on devrait y arriver. En filigrane de nos échanges se tissaient des nouvelles relations avec les entreprises, c'est-à-dire l'esquisse de ce que va être, de ce que peut être des écopoles ou des écosystèmes coopératifs qui permettent, sur le plan entrepreneurial, d'envisager des nouvelles réponses en matière de bien-vivre alimentaire, en matière de transition énergétique et dans bien d'autres domaines comme l'habité, la santé, la culture, c'est-à-dire des domaines qui correspondent aux besoins fondamentaux des citoyens.